Bonjour Nadine, donc merci d'avoir accepté de contribuer aux 14e rencontres d'Espace Marx à Bordeaux. Et donc, je te passe tout de suite la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc, mon sujet, c'était démocratie. Démocratie en panne, en perdition ou en devenir. Pour commencer, je voudrais recentrer le travail que je fais, qui dépasse un petit peu la question de la démocratie. Je travaille sur la fracture ontologique, c'est-à-dire la différence entre les références génétiques et les références épigénétiques, leurs effets dynamiques dans le social, c'est-à-dire l'organisation et la hiérarchisation, et dans les psychologies, les besoins, le désir et les envies qui nous conditionnent par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Psychanalyse, j'ai fait un court passage par la psychanalyse, en fait, parce que je me suis rendu compte combien certaines des hypothèses de la psychanalyse participaient au dysfonctionnement social qui lui-même fabriquait du mal-être, de l'injustice et des impasses, et problèmes que l'on ne saurait réduire à une problématique psychologique individuelle. Je crois qu'il est nécessaire de travailler, d'approfondir la question de la vulnérabilité humaine. Cette vulnérabilité nous laisse sans armes pour nous défendre contre des conditionnements qui amputent une part de notre humanité. Les institutions actuelles amputent une part d'ambivalence suffisamment floue pour que l'on puisse s'en réclamer, s'en légitimer, à partir de points de vue complètement opposés, de la droite extrême à la gauche extrême, au nihilisme le plus absolu et à la bigoterie la plus farfelue. Bigoterie religieuse, mais aussi laïque, pseudo-rationnelle. Ils croient savoir, mais ils ne savent pas qu'ils croient, comme disait je ne sais plus qui. J'ai trouvé une citation de Marx qui va tout à fait dans ce sens, à propos de ce dont on parle sur la religion comme opium du peuple. C'est dans la question juive et de la critique des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas parce qu'un État ne reconnaît plus aucune religion que c'en est fini de toute croyance. Nous sommes plutôt entrés dans l'âge des religiosités. Seule une transformation sociale pourrait signer la fin des religions. Lorsqu'on travaille sur la question des besoins, des droits et des limites humaines, en fait, il y a toujours un moment de découragement, parce que quand on a lu un peu, on a l'impression que tout a déjà été tellement dit, depuis tellement longtemps, qu'on se demande si ça vaut encore le coup de travailler et d'essayer d'expliquer les choses. Alors si, bien sûr, il faut quand même, parce qu'il y a toujours peut-être des points obscurs qui sont à éclaircir. Mais pour ma part, le travail que je fais, je le fais en prenant, c'est pas en prenant appui, mais c'est en me référant beaucoup à la poésie et à des gens qui ont écrit dans le passé depuis très longtemps. En essayant de faire, par exemple, je ne sais pas si ce sera accepté par l'éditeur, la première page, une page avec de la poésie, une citation de poésie ou de philosophe, et de l'autre côté, l'essai sur lequel je travaille. Je voudrais vous proposer 3-4 citations qui, pour moi, ont tout dit depuis très, très, très longtemps. Alors, il y en a une qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est d'Empédocle. D'après ce qui s'offre à elle, la pensée des hommes se développe. Se développe ou pas d'ailleurs, mais voilà, ça relative bien la question du développement de la pensée.
des idées. La caverne de Platon, évidemment, que tout le monde connaît. Hölderlin, sur la question de, justement, ce que nous avons à la naissance en nous, et ensuite les interprétations que l'on en fait pour entrer dans une société avec une idéologie, des valeurs particulières. Hölderlin écrivait « Et si l'on ne venait au monde que pour rêver un court instant, et puis devenir le rêve d'un autre. Et puis devenir le rêve d'un autre. » Alors, autre, on peut dire avec un petit a ou avec un grand A, comme dans la psychanalyse, c'est-à-dire une symbolique, mais voilà. Également, René Char, sur les pointures justement dans notre manière de voir les choses actuellement. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Effectivement, on a le matériau, mais on n'a pas trop le mode d'emploi. C'est un petit peu comme les maisons que l'on pose en kit sur un terrain, et il n'y a pas l'architecte pour dire dans quel sens il faut construire la maison. Alors, suivant l'architecte, on met le toit en bas. Voilà. Là, on ne peut pas dire que la maison soit bien construite en ce moment. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, qui est plus comment dire, dure peut-être. C'est de Benjamin Fondane. C'est dans l'Exode. J'ai la naissance des formes. C'était au mépris de la vie. Qui donc nous a trompés de soif afin de nous voler la vie et nous jeter, transis, au pays de la mort? Faudra-t-il la chute des mondes pour que jaillisse une parole? Ça remet tellement de choses en question. Voilà, c'est quelques citations qui pour moi sont des jaillissements de sens. Alors, par rapport à la psychanalyse, puisque c'est quand même par là que je suis passée, je vais faire quelques critiques, mais ça ne remet pas la question de la psychanalyse en général, ça ne la remet pas en question d'une manière générale. Il y a un dispositif sur la possibilité d'avoir une parole personnelle, de dépasser des conflits internes, qui est tout à fait intéressant, positif, constructif. Mais à côté de cela, il y a des hypothèses qui, moi, je pense, continuent de nous faire aller dans un mauvais chemin. Il y a les points sur lesquels je vais venir rapidement, c'est dans la psychanalyse, le rapport nature-culture, le regard sur l'enfant, donc sur l'humain, la place de la femme, du féminin, la question de l'affiliation, du sentiment d'appartenance, et le rapport à la parole. Le rapport nature-culture, Freud n'était pas, comment dire, disons qu'il y a eu une évolution quand même dans sa vie, parce qu'à partir du moment où il disait « le travail de refoulement de la culture annihile en nous des formes primitives de jouissance répudiées à présent par la culture », et celui où il a écrit dans une lettre à Lou Andréa Salomé « Nous ne pouvons considérer notre civilisation actuelle que comme une gigantesque escroquerie ». Je pense qu'il a fait un cheminement dans le rapport à la réalité qui lui a fait voir le rapport nature-culture, au moins le rapport à la culture d'une manière différente. Nous avons besoin de culture, ce n'est pas pour remettre la culture en cause. Nous ne pouvons pas nous en passer, c'est dans notre constitution physiologique. Nous naissons inachevés et nous avons besoin de modèles auxquels nous identifier. Mais ce type d'opposition, culture contre nature, contribue à poser le mythe d'un humain autocréateur qui perd son rapport au commun vital préverbal
antérieure au récit théologique ou thérapeutique. Be yourself, soyez vous-même, bien-être individuel et développement personnel en tout genre. Pourquoi pas, ça pourrait avoir du sens. Un équilibre intérieur, c'est quand même important. Sauf si on n'a pas intégré le sens de ce que nous avons en commun, les interdépendances, les responsabilités communes sans lesquelles il ne peut y avoir d'équilibre social ni de rapport au vivant cohérent. Le seul résultat, c'est d'en arriver à des injonctions individualistes. On pourrait dire deux mots aussi sur la nouvelle tendance en neurobiologie qui réduit l'humain au fonctionnement de son cerveau. Nos expériences s'engramment, s'impriment et structurent notre cerveau, mais c'est une mémoire singulière qu'aucune imagerie, ne serait-ce la plus perfectionnée, ne sera jamais capable de décoder. Il y a, et on en parlait à propos des statistiques, une espèce de fétichisation de la mesure, des chiffres, des données précises, définitives, qui conduit à un sentiment de toute puissance scientiste et fait passer à côté de tout ce qui est nuance, complexe et profondeur. Comme disait Empédocle, donc, d'après ce qui s'offre à elle, la pensée des hommes se développe ou se ratatine, pourrait-on ajouter. Sans être dans le côté effondrement cher à Zemmour, on ne parle pas de ce côté de régression. La face obscure de l'homme. Ah oui, pardon. J'ai un problème parce que j'ai mon imprimante qui m'a effacé la moitié des mots. La moitié. Voilà, j'ai la moitié. Quelquefois, donc c'est un peu compliqué, excusez-moi. Donc, d'après ce qui s'offre à elle, la pensée des hommes se développe, ou se ratatine, pourrait-on ajouter. La face obscure de l'homme augmenté du transhumanisme étant cet homme, justement, réduit par la perte de ce qui fait son humanité, par la perte de ce qui fait son rapport d'interdépendance avec les autres et avec le monde du vivant dans son ensemble, problème qui, de toute évidence, ne fait pas partie du logiciel déshumanisé de ses défenseurs. Laurent Alexandre est quelqu'un que l'on voit de plus en plus dans les médias et qui porte un discours absolument effrayant. Ensuite, il y a le regard sur l'enfant, dont le regard sur l'humain, la manière dont on appréhende la question de l'humain. Dans la psychanalyse, l'enfant est décrit comme pervers polymorphe. Or, l'enfant naît inachevé, donc, mais malgré sa néothénie, il y a chez l'enfant toute une mémoire génétique préverbale, des fonctions inscrites dans cette mémoire et une capacité d'attention, d'accueil, de réception, d'intériorisation de ce qu'il perçoit de son environnement. Quoi que nous imaginions, nous commençons par être marqués par notre environnement. Dans un autre domaine, si mon environnement parle portugais, je ne vais pas savoir de moi-même parler chinois, russe ou autre chose. C'est pour dire que la question de l'enfant et de son développement, ce n'est pas uniquement la question de l'enfant avec maman et puis de l'enfant avec papa ou avec le nom du père. C'est d'abord une relation, un rapport, une imprégnation dans tout un contexte. La mère n'étant pas une espèce comme ça d'entité qui ne serait pas elle-même prise dans un ensemble, dans une symbolique comme l'homme, de la même manière. Donc là, nous en arrivons à la place de la femme et du féminin, de Freud à Lacan. Alors, de la femme continent noir, chez Freud,
à la femme qui ne serait pas toute dans le symbolique chez Lacan. Ce qui, moi, m'a fait penser à l'Africain qui ne serait pas encore rentré dans l'histoire, qui ne serait pas tout à fait rentré dans l'histoire. Dixit Sarkozy. En fait, il aurait fallu dire la femme qui n'est pas entièrement dans cette symbolique-là, c'est-à-dire dans cette manière de voir, de nommer, d'organiser, de hiérarchiser les choses, mais pas dans une symbolique qui aurait tout d'un coup atteint l'universel. La question du signifiant telle qu'elle est posée, père séparateur, le père concret chez Freud, séparateur du rapport mère-enfant, on passe au nom du père, qui est le système symbolique dont chez Lacan, des représentations, des significations, le signifiant, mais là aussi, je pense que plutôt que signification, il vaudrait mieux parler d'interprétation, puisque suivant les sociétés, il faut quand même avoir du recul, relativiser, et puis ne pas prendre comme vérité, comme universalité, des choses qui sont très notées dans un temps et une époque donnée. Et qui sont des constructions sociales. C'est ce que je disais, dans la configuration mère-enfant, la mère participe et renvoie à un contexte symbolique complexe tout autant que le père. C'est dans cette matrice symbolique que nos affects, nos émotions s'articulent aux objets, à des comportements, à une manière d'être sensibilisé par certaines choses et pas par d'autres, et également à des types d'interactions existants. Le problème aussi de ces erreurs, pour moi, c'est que parler de continent noir ou de femmes pas tout à fait dans le symbolique, c'est encore poser comme salvatrice une supposée unité symbolique, sociale, qui serait sortie des instincts irrationnels et que l'on pourrait gérer sans se soucier justement des scories d'irrationalité, des arbitraires, des conflits d'intérêts, des injustices et des rapports de force incontournables. C'est en cela que certaines hypothèses me paraissaient passer complètement à côté de la problématique du social et des constructions sociales, indépendamment voilà, de papa, maman et bébé. Autre chose à revoir, le rapport à la parole, au discours, lorsque c'est un récit sans recul, sans nuance. Lorsqu'ils sont déconnectés de la réalité, les récits, les discours ne peuvent qu'embrouiller, scléroser la pensée et la réflexion. Hannah Arendt avait une expression très forte, elle parlait de langue vitrifiée. C'est radical. Elle parlait de langue vitrifiée du totalitarisme. Alors, nous ne vivons pas dans un totalitarisme, nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, mais nous sommes sous l'influence de points de vue, de rhétorique performatrice à effet que l'on pourrait dire despotique. Nous subissons des injonctions à suivre des normes qui infantilisent, nous font déléguer une partie de ce qui fait notre humanité à de supposés experts, spécialistes, professionnels, nous laissant pour nous, je pensais à Laurent Alexandre qui parlait de l'élite comme des dieux et puis des inutiles. Alors à nous, je ne sais pas si c'est les inutiles, enfin à nous, les autres, quoi. Nous laissons le travail, le consumérisme, le narcissisme et de petits plaisirs
comme substitut. Ça, c'est une délégation qu'en fait, tous ces présupposés antérieurs ont entraîné. Il n'y a pas l'individualisme, ne descend pas comme ça tout seul, quoi. Il y a avant un certain nombre de croyances qui ont des effets dans le social, dans l'organisation du social, dans les valeurs ou soi-disant valeurs que l'on va trouver dans notre société. Ce sont des manques à savoir, des failles, on peut parler de failles référentielles et existentielles qui fonctionnent comme une camisole pour notre conscience, qui nous aveugle quelque part, comme dans la cabane de Platon. Pareil. Et le problème, c'est que notre conscience fonctionne comme notre estomac. C'est-à-dire que mes raffinés ou malbouffe, une fois que l'estomac est plein, nous ne ressentons plus la faim. Et la même chose, une fois que l'on a intériorisé un modèle, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, nous n'avons plus de curiosité, nous ne ressentons plus le besoin d'aller chercher autre chose. Ce qui est une des raisons aussi de la passivité, du fait que l'on puisse se sentir étranger, pas concerné, alors quelquefois concerné, quelquefois en réaction, si on voit une image qui va nous toucher immédiatement, comme ça, directement, mais en fait, au fond de nous, ça ne correspond pas aux besoins que l'on a appris à avoir. Et donc, il y a de l'émotion, mais sans se sentir concerné et sans aller vers une action. L'écrasement sémantique, donc, perte de sens et perte de sens commun, peut produire un despotisme mou, cotonneux, assez flou pour donner même une apparence de libération. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'en plus, quand on se sent repu et quand on a des petits plaisirs, on peut avoir un sentiment de libération, de liberté. Chacun sa petite libération, chacun sa petite expression existentielle. Ici et maintenant, c'est le règne du storytelling égocentré. Voilà, tout ça, ça vient de tout un ensemble historique, quoi, qui petit à petit, je trouve qu'on n'avance pas dans un bon sens, en fait. On n'avance pas dans un bon sens. Je voulais reprendre une citation de Marx que j'avais trouvée là également. Je crois que c'était dans le même livre. C'est pareil. Voilà, il avait bien vu les choses déjà de son temps sur plein de problèmes que nous avons aujourd'hui, là, sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est Marx, hein. Les émancipateurs... je bois un peu, pardon. J'aurais dû parler aussi à propos de la parole, de toutes ces notions qui sont absolument essentielles, mais qui sont inachevées. Je pense à la démocratie, je pense à la laïcité, je pense à la liberté, etc. et d'autres. Il est essentiel de les prendre en considération, mais il est essentiel de voir en quoi nous n'avons pas vraiment tous les éléments pour les définir et les appliquer d'une manière actuelle. Les émancipateurs politiques réduisent la citoyenneté, la communauté politique, à un simple moyen pour conserver ses prétendus droits de l'homme, que le citoyen est donc déclaré le serviteur de l'homme égoïste, que la sphère où l'homme se comporte en être communautaire est rabaissée à un rang inférieur à la sphère où il se comporte en être fragmentaire, bonjour l'individualisme, et qu'enfin, ce n'est pas l'homme comme citoyen,
mais l'homme comme bourgeois, qui est pris pour l'homme proprement dit, pour l'homme vrai. C'est pourquoi l'homme ne fut pas libéré de la religion. Il obtint la liberté des cultes, de tous les cultes. C'est relatif maintenant. Je dirais, il obtint la liberté des croyances plutôt que des cultes, des croyances y compris laïques. Il ne fut pas libéré de la propriété. Il obtint la liberté de la propriété. Il ne fut pas libéré de l'égoïsme du métier. Il obtint la liberté du métier. La liberté du métier, donc, en fait, de n'importe quelle action égoïste, peu utile, voire prédatrice, mais survalorisée, pendant que les petits métiers utiles sont dévalorisés. Je vais parler aussi un tout petit peu de la question de l'affiliation et du sentiment d'appartenance qui, là je vais simplement donner un exemple, en fait, pour la question de la difficulté de parler d'une identité qui serait figée comme ça, ou d'éléments d'identification ou de processus d'identification qui seraient automatiques et puis un petit peu réducteurs. Je prends l'exemple de deux personnes, c'est un exemple de personnes réelles en fait, de deux personnes, deux hommes dont sociologiquement venant d'une famille pauvre, élevée par leur mère, femme de ménage. L'un va toute sa vie essayer de combattre l'injustice sociale qui a fait la pauvreté dans sa famille. L'autre va, au contraire, faire tout ce qu'il peut pour oublier un petit peu d'où il vient et puis être du niveau de ceux qui étaient au-dessus. Alors, il y a d'un côté notre origine, et ensuite il y a le discours dans la famille que l'on peut tenir. C'est là que la place du récit compte énormément. Il n'y a pas que la question sociale, la question d'où l'on vient, il y a également la question du récit que l'on peut faire dans la famille. Il y a d'autres éléments également. Il y a par exemple que l'on peut avoir une réaction, on peut ne pas s'entendre avec ses parents et donc être contre le modèle qu'ils ont, être en amitié avec ses parents et puis suivre leur modèle. Enfin, la question de l'identité et de l'identification, c'est vraiment des processus tellement complexes, divers, que quand on entend ce qui se dit aujourd'hui là sur les questions de l'identité, c'est effarant, quoi. C'est effarant. J'ai lu en diagonale. J'ai lu, peut-être vous aussi, le livre de Frédéric Gros sur la honte qui doit changer de camp. Et le titre du livre, il reprend Marx, et le titre du livre, c'est la honte, un sentiment révolutionnaire. Frédéric Gros. Alors, évidemment, un sentiment révolutionnaire, et le problème, ce serait de faire changer la honte de camp. Tout un travail au niveau des représentations que l'on peut avoir et qui font que l'on accepte une certaine hiérarchie, alors que quelque part, elle est complètement aberrante. Par exemple, les métiers, les professions qui sont inutiles, qui sont prédatrices, et puis les petits métiers qui ne sont absolument pas reconnus. Et les petits métiers dont, bien souvent, avant les Gilets jaunes, peut-être, les gens avaient honte. Et voilà, là, par exemple, c'est un exemple où on peut dépasser la honte que l'on a à être du côté, voilà, on n'est pas capable, on est pauvre, on n'a pas fait des études, voilà, alors qu'en fait, on a bien vu justement, grâce à cette pandémie, c'est au moins un point positif, combien tous ces petits métiers qui sont dévalorisés sont au contraire les métiers
qui font tenir la société. Il n'y aurait pas société sans ces métiers. Mais il y a voilà, une inversion de valeur totale. Je n'ai pas marqué, je ne sais pas si je vais la retrouver comme ça. J'avais pris pour inverser les valeurs et puis peut-être pour poser aussi la question de quelle place on se donne et quel rapport nous avons avec les responsabilités. J'avais pris l'analogie d'un centre commercial où il s'échange effectivement des choses dans un centre commercial. Il peut s'échanger des objets ou des valeurs, ou enfin voilà, plusieurs choses, plusieurs objets. Et j'imaginais le comportement différent de plusieurs individus. Comme on peut avoir un comportement dans la vie suivant le niveau de conscience que l'on a et suivant le niveau de responsabilité que l'on a appris, de préférence, ou pas appris. Alors, je pensais, question prédateur, je pensais à un individu dans le supermarché en train de se servir, de consommer sur place, de prendre et de ne jamais passer à la caisse. Ça se voit dans le monde, ça se voit. Ensuite, il y a un individu qui prend ce dont il a besoin indistinctement, ou peut-être parce que n'ayant pas trop d'argent, il ne va pas s'arrêter du côté des produits bio, voilà, et qui va passer à la caisse. Un autre va au contraire avoir davantage d'attention à ce qui est bio, au travail qu'il y a pour avoir ces produits, de gens qui sont à l'extérieur, qui travaillent, qui sont peut-être mal payés, donc va peut-être choisir quelque chose qui sera plus cher, mais qui donnera la valeur réelle au produit que l'on achète, qui va également passer à la caisse. Enfin, il y avait plusieurs cas de figure comme ça. C'était pour donner un exemple visuel, pour justement essayer de faire entendre les choses, pas uniquement avec des mots, des concepts. Le cerveau ne comprend pas forcément l'abstrait, et donc c'est vrai que les grands discours, souvent théoriques, ça glisse, quoi. Il faut des choses que l'on puisse visualiser. J'avais pensé aussi auparavant à l'image que Macron nous avait donnée en parlant des premiers de cordée, les premiers de cordée et les autres. Et en fait, en montagne, les premiers de cordée avec tous les autres qui sont derrière, s'il y a un premier de cordée ou des premiers de cordée, pour aller plus vite en haut, se détache d'une partie de du groupe, je pense qu'ils ne seront pas premiers de cordée pendant longtemps. Hein, je pense qu'ils seront en prison, direct. Voilà. Et puis, donc, voilà en conclusion, mais je ne l'ai pas repris non plus, je l'ai dit longtemps, voilà, il faut se demander si les crises actuelles, c'est une crise d'adolescence de l'humanité ou la fin d'une espèce qui a perdu ses limites. Voilà. Merci Nadine. Merci. Et excusez-moi, je ne suis pas très bonne à l'oral. Mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Des choses qui se pratiquent. Est-ce que vous voulez agir? Vincent, Jean, Yves? Bonjour Maurice. Salut. Salut Maurice. Excuse-moi, je n'ai pas encore mis l'image, je suis en train de m'installer. Oui, t'inquiète pas. Yves? Oui, Ce soir, Vincent. Tu parles fort, s'il te plaît, pas de chant. Oui. C'est l'âge. J'enlève tes lunettes pour entendre. Non, c'est parce que c'est les lunettes pour lire. C'est méchant, ça. C'est méchant. Non, c'est pas méchant. Non, tiens, regarde, je te vois maintenant. C'est la confusion des sens. Non, tu vois, c'est les apparences. C'est la forme. Les apparences, toi aussi, tu te fais avoir. Oui, bien Tu sûr, vois, mais tu es pris sur le fait. En pleine confusion, Nadine, en disant que j'ai beaucoup apprécié que tu es, comment dirais-je, non pas passé au moulin de la critique, mais passé au crible de manière
utile et assez efficace. Un certain nombre de questions qu'on se pose tous et que tu poses par rapport à l'apport de la psychanalyse, pardon, et d'une certaine façon aux limites de ces apports et surtout à la nécessité de prendre en compte le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que d'une certaine façon, la société qui est la nôtre, qui est en train de se faire, notamment dans ce qu'on appelle le sociétal, bon, cette évolution qui est quand même extrêmement rapide et qui, à mon avis, n'était absolument pas envisageable par Freud ni même par Lacan, nous amène à nous poser des questions sur la psychanalyse elle-même en même temps que sur la société dans laquelle nous sommes. Et de ce point de vue, là, je vais donner dans la répétition, mais je suis trop content de m'y adonner. Dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, évidemment pour tout à fait autre chose, à un moment donné, Engels se pose la question du devenir de la société et des relations entre les hommes et les femmes, notamment pour ce qui est du divorce, notamment pour ce qui est de la famille et de sa structure, enfin des choses comme ça. Donc il a la perception que ça va changer et il est presque en passage à l'acte intellectuel de dire, ben voilà, il faudra que ce soit ceci, ceci ou cela. Et puis il s'arrête et il dit, eh bien, ce sera l'affaire de ceux qui nous suivront. Ce sont eux qui vont s'emparer de ces questions et qui vont trouver des solutions. Voilà. Donc je trouve que, d'une certaine façon, ce que tu proposes va dans ce sens sans refuser d'abord de faire des diagnostics et ensuite d'envisager de possibles solutions ou absence de solutions. Mais j'ai relu un peu en diagonale Fanon dernièrement, là, Les Derniers de la Terre, et c'est vrai, j'ai trouvé des réflexions alors il ne le disait pas comme ça, mais un petit peu sur le mythe de la spontanéité, à un moment donné, sur le fait combien il faut éduquer, ne pas s'en tenir à des slogans pour faire une révolution, une révolte, enfin quelque chose. Il y avait des choses très intéressantes déjà dans ce qu'il écrivait. Il y a deux, trois choses qui me viennent à l'esprit avec ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé beaucoup de choses, et notamment cette affaire lorsque vous avez parlé de l'interdépendance entre nous et l'environnement, l'enfant et l'environnement, mais aussi globalement l'homme et ce qui l'environne. Je pensais à des sagesses anciennes. Et je pense par exemple à ce que disait du vivant l'Indien Seattle. Et il avait affaire, lui, comme Indien d'Amérique, à la disparition des bisons qu'il voyait massacrer. Et il disait si les espèces animales venaient à disparaître, l'humanité mourrait d'un excès de solitude. Car ce qui arrive aux animaux arrive aussi aux hommes. Ce n'est pas nous qui avons inauguré la vie. C'est sûr. Et je trouve que c'est intéressant. On est dans cette interdépendance qu'on doit regarder, dont on doit bénéficier, mais qu'on doit aussi alimenter d'ailleurs. Et je trouve que ce que vous avez dit autour de ça est intéressant, à la fois pour considérer la construction de l'enfant et puis la construction de l'individu tout au long de sa vie, mais au fond pour considérer aussi nos responsabilités, puisque nous aussi, on fait partie de l'environnement des autres. Et donc, comme environnement des autres, on contribue aussi à les faire être et à les faire se développer ou se raccorder selon ce qu'on met en acte de nous-mêmes.
Et puis, il y a autre chose aussi qui me venait à l'esprit dans ce que vous avez dit autour de la religion et de la nécessité de la religiosité, ce que vous avez dit de la pensée de Marx, et du fait que pour en avoir fini avec la religion et la religiosité, peut-être, ben, il faut changer de société. Je pensais aussi tout bêtement à ce qu'il écrit avec Engels dans le manifeste du Parti communiste. Quand il dit la religion est l'opium du peuple, il ajoute. Mais il y a la suite. Oui, c'est ça. La religion est le soupir de la créature opprimée. Donc, évidemment, si on agit sur l'oppression, la chose peut être considérée différemment. Voilà. Voilà, l'oppression, ce n'est pas la religion uniquement. Voilà, c'est ça. La religion est presque l'effet de l'oppression. C'est la consolation. Voilà. C'est la consolation. En même temps, il y a des époques où il y a un pouvoir de la religion qui n'est pas une consolation aussi. Oui, c'est sûr. Oui. Non, c'est bon. Non. J'ai eu plein de choses. Quand je suis arrivée, je me suis dit que j'avais rien mis de ce que je voulais mettre. Mais bon, ce sera dans le livre. Hein. Absolument, on est bien d'accord. Et pour la prochaine. Non, non. C'était déjà un challenge, tu vois, d'arriver ici, là. Parce que quand on travaille, sur la fracture ontologique, il y a quand même une part de pas de biologique, non. De biographie. Voilà, de biographie. Et donc, pour quand même arriver à avoir sa part et ne pas parler uniquement dans la théorie, voilà, traverser ce moment-là de fracture, c'est quand même pas une promenade. Et justement, je voulais quand même vous dire quelque chose. Je suis restée 2 ans sans venir. C'est parce qu'à un moment donné, au Espace Marx. Voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, justement, voilà, il y avait moi mon cheminement, et à un moment donné, bon, je me sentais qu'il y avait quelque chose en décalage. Donc, j'ai quand même tenu pendant quelques temps, quelques années, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne passait plus, quoi. Je commençais à dysfonctionner. Et je ne sais pas si Vincent se souvient, j'ai commencé à dysfonctionner en tout mélangeant Lévinas, Lévi-Strauss, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y avait, Jonas, je mélangeais tout. Et j'avais dans ma tête, j'avais l'image de personne, d'aucun, et tout était mélangé. Et c'est normal, parce qu'en fait, notre personnalité, c'est un petit peu une arborescence avec des synapses. Comme ça, les neurones sont synapsés et ça fait une arborescence. Et quand il y a une fracture quelque part dans son histoire, relative quand même, sinon je ne serais pas là, mais quand il y a une fracture relative, donc, on se construit un peu en réaction. Mais en réaction, c'est jamais, il manque quelque chose. Et quand on veut revenir et voir ce qu'il y avait au-delà ou à côté de la réaction, il faut presque repartir à zéro, quoi. Et il y a un moment où on est dans le vide pratiquement. Et alors là, c'est le vide dans la tête. Heureusement que j'avais la théorie pour ne pas paniquer, donc ça a valu te déranger sur le moment. Là, ce mélange, c'était logique, je comprenais. Mais par contre, le cerveau étant ce qu'il est, le cerveau, lui, fonctionne. Ma conscience, c'est une chose. Mon cerveau, comme je suis entre les deux, je suis borderline, je suis entre les deux. Donc, le cerveau, il ne m'a pas demandé mon avis un jour. C'était en visioconférence. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai eu une espèce comme ça de parano à l'égard de, je ne sais pas si ça s'est vu, à l'égard de Vincent, par rapport à ça. Oui, ça s'est vu. Et alors, tu vois, non, mais le pire, c'est que je le voyais. Je me voyais l'avoir. Tu vois, dans ce décalage, c'était, enfin, c'est pénible quand même, quoi, hein. Alors, c'est amusant, mais c'est pénible. Mais enfin, je veux dire, c'est à partir de ce genre de position qu'on peut avoir du recul et justement approcher quelque chose et qui, lorsque on peut faire un copier-coller sur un modèle, on ne va pas se poser ce genre de questions, quoi, hein. C'est ça. Non, je suis désolée. Ah oui, ça se voyait autant. Pardon. Non. Oui, c'est pas grave. Si, enfin bon, pas pour moi, mais pour toi peut-être. Merci Nadine. Merci.